Alors, quelques propos introductifs très rapides. Simplement pour rappeler le contexte, on a plusieurs objectifs avec ce webinaire. Le premier, et ce qui est à l'origine de ce webinaire, c'est de présenter le marché, du marché des vins. Le mois dernier, c'était les États-Unis, etc. Voilà, aux vignerons de Corse, pour éventuellement identifier des opportunités et commencer à bien connaître les prestations que peut proposer la Team France Export dans les différents pays pour les vignerons insulaires. Deuxième objectif, vous le voyez dans la salle, on est quelques-uns. En fait, il s'agit d'une formation organisée par l'école de commerce de la Chambre de commerce, à destination plutôt des primo-exportateurs qui souhaitent se former à l'international pour envisager leur propre développement à l'international. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux objectifs qui se réunissent. Et puis, dernier objectif, il y a quelques vignerons de Corse, une dizaine, qui vont participer donc au testing à Tokyo. Et en fin de webinaire, on abordera un petit point sur l'organisation et quelques questions que vous pourriez avoir sur le webinaire. Voilà. Donc en ce qui me concerne, j'ai terminé. Je vais vous laisser la parole pour les bureaux BF pour présenter les trois marchés. Donc Japon, Corée du Sud et Taïwan. Merci. Tout à fait, merci. Merci Thomas. Donc je vais me représenter de nouveau. Moi, je suis ravie en tout cas d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Laurence Audrin. J'espère que vous m'entendez bien avec le masque, mais je suis entourée de mes collègues et donc le masque est de rigueur. Donc je suis Laurence Audrin. Je pilote l'activité agroalimentaire au Japon avec 4 collaborateurs, dont Marie Kissot qui est avec moi aujourd'hui pour cette présentation. Alors, je vous demanderai de couper vos micros, s'il vous plaît, parce que ça fait quelques interférences. Voilà, c'est parfait. Merci. Alors, je vais démarrer par une présentation rapide des aspects macroéconomiques sur le Japon et sur les 2 pays de la zone, les 2 autres pays qui sont Taïwan et la Corée du Sud. Je passerai ensuite la main à Olivier Dardenne et Anne Guinaudot, qui présenteront leur marché et puis on parlera du Japon et des opérations de promotion programmées par la Chambre de commerce sur le marché japonais. Slide suivante, s'il vous plaît. On va commencer par un point de situation macro et sanitaire. Slide suivante, merci. Alors, les 3 pays, Japon, Corée du Sud et Taïwan, font partie des pays les plus riches de la zone Asie. Le PIB par habitant se situe autour de 36 000 dollars. Ce PIB est 3 fois supérieur à celui de la Chine, ce qui vous donne une idée de la force de ces économies en Asie. C'est une zone qui compte environ 200 millions d'habitants, dont plus de la moitié au Japon, avec 127 millions d'habitants pour le Japon, 51 millions en Corée et autour de 23 millions d'habitants à Taïwan. Donc, ce sont 3 pays où la densité de population est importante, avec des habitants très urbanisés qui vivent généralement dans des mégapoles. C'est une zone qui est relativement dynamique au niveau de la croissance de son PIB. Donc Taïwan, en 2019, était le pays le plus dynamique de la zone, avec 2,6% de croissance de son PIB. La Corée du Sud également a eu de très bons résultats, autour de 2%. Et puis le Japon, un pays très mature, la 3e puissance mondiale, était en dessous des 1%. Ce qui est moins étonnant pour un pays de cette maturité. Les 3 économies ont de fortes synergies entre elles, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on a proposé de vous parler, en plus du Japon, de Taïwan et de la Corée. Ce sont des économies qui sont très centrées sur l'innovation, avec une industrie puissante et une ouverture des marchés, en particulier dans le domaine agroalimentaire. On y reviendra dans les prochaines slides, en vous parlant de l'accord UE-Japon, l'accord Union européenne-Japon, qui est entré en vigueur il y a peu de temps, en 2019,
Et puis l'accord UE-Corée du Sud, qui lui est plus ancien puisqu'il est en vigueur depuis 2011. Ce sont également trois pays qui sont très proches culturellement et notamment dans les affaires. Il y est facile justement de faire des affaires. La COFAS a attribué aux trois pays la meilleure note pour la qualité de l'environnement des affaires, c'est donc A1. Et d'après le Doing Business de la Banque mondiale, la Corée du Sud est le 5e pays de par sa facilité à y faire des affaires, donc 5e pays au monde. Taïwan est classé au 15e rang. Le Japon est le 29e pays où il est le plus facile de faire des affaires. Et pour information, à titre de comparaison, la France se classe au 32e rang. On va passer à la slide suivante. Je vais vous parler de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur ces trois pays. On aurait pu penser que la zone aurait pris de plein fouet le choc de l'épidémie dès l'année dernière, de par leur proximité avec la Chine. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Les trois pays ont su limiter les conséquences de la pandémie et endiguer les contaminations. On n'a pas eu de confinement imposé dans aucun des trois pays, juste une période de confinement volontaire pour le Japon. En revanche, les pays ont très très rapidement fermé leurs frontières. Alors on peut dire que cette zone était sans doute mieux préparée en raison d'expériences antérieures. Il y a eu le SRAS en 2003 qui a permis d'anticiper en particulier à Taïwan. Et puis de manière générale, il faut savoir que les comportements individuels dans cette zone aident beaucoup parce que le port du masque se pratique depuis très longtemps dans notre zone. Et puis il y a aussi une certaine distanciation sociale naturelle entre les personnes. Donc à ce jour, le bilan est de 11 victimes sur Taïwan. Enfin, Anne me corrigera peut-être. 1700 en Corée et autour de 9000 au Japon. Donc ça vous donne une idée de la gestion de la crise qui a été très stricte dès le départ. Alors même si au Japon, au niveau de la situation sanitaire en ce moment, c'est la 4e vague qui est en train de démarrer et qui s'annonce un peu plus, quand même un peu plus agressive que les précédentes, sans doute à cause de l'arrivée des variants anglais ou peut-être brésiliens, je ne sais pas, mais il y a quand même un peu d'inquiétude au Japon là sur la 4e vague qui est en train de monter, sachant que on a une période de vacances, la Golden Week, à la fin du mois, où généralement tous les Japonais prennent des vacances. Alors, est-ce que ça va pas aggraver la situation? On ne sait pas trop. Mais c'est vrai que les Japonais, de toute façon, sont très inquiets depuis le départ et ont pris des mesures strictes pour atténuer les effets de la pandémie. En tout cas, à ce stade, la situation fait que l'activité dans cette zone se maintient, l'activité économique. C'est relativement fort au Japon et en Corée du Sud. Et à Taïwan, c'est quasiment total. Hein, le maintien de l'activité est total. Ces trois pays ont une économie qui est orientée vers l'électronique, le matériel de visioconférence, par exemple, les plateformes de jeux en ligne. Donc des produits qui ont été fortement exportés depuis le début de la crise. Donc c'est vrai que les trois pays supportent bien le choc de la crise. Par ailleurs, dans les trois pays, au niveau conséquences sur le secteur alimentaire, les commerces et les restaurants sont restés ouverts, ce qui aide beaucoup dans ce secteur. Alors quand même, les économies ont subi un choc externe, hein, le choc externe de la crise sur le commerce mondial. Donc on subit quand même des baisses de perspectives de taux de croissance, hein, en particulier pour le Japon. Mais en tout cas, pour Taïwan et la Corée, on est sur des perspectives qui sont très positives. La question, c'est de savoir évidemment à quel moment on va sortir de cette situation et c'est assez difficile à déterminer. Au Japon, la campagne de vaccination commence à peine.
Et on se prépare aux Jeux Olympiques. Donc, à voir comment tout cela va se passer. Au niveau des restrictions voyageurs, elles sont très fortes, ces restrictions. Les 3 pays ont pris des mesures très fermes pour interdire l'accès. Il n'est plus possible de voyager en provenance de France. Par contre, la prospection virtuelle, qui n'était pas dans les pratiques, se développe depuis l'été dernier, puisque les acteurs locaux n'ont plus le choix que d'utiliser les moyens virtuels pour découvrir des nouveaux produits, sourcer des nouveaux fournisseurs. Écoutez, on va passer à la slide suivante et je vais passer la main à Olivier Dardenne, mon homologue sur la Corée du Sud. On se revoit tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Dardenne, donc en charge du pôle agro pour le marché sud-coréen. Donc je suis basé à Séoul. Slide suivante, s'il vous plaît. Vous avez déjà vu un petit aperçu quand même de la Corée du Sud, peut-être les éléments clés, effectivement, la population, mais il faut savoir que la mégalopole de Séoul compte plus de la moitié de la population sud-coréenne, donc le bassin de consommation de cette zone-là représente 70-80% de l'activité sud-coréenne. À noter également un élément très important, donc c'est l'accord de libre-échange de 2011 qui a facilité les échanges commerciaux entre la France et l'Europe. Depuis cette date-là, depuis 2011, il n'y a plus de droits de douane sur les vins. Cependant, sachez qu'aujourd'hui, la grande majorité des producteurs de vins ont signé également des accords de libre-échange et donc n'ont plus également de droits de douane à payer pour les vins. À noter tout de même peut-être juste en bas la distribution des boissons alcoolisées. Il faut savoir que les Sud-Coréens sortent énormément. Alors, en temps normal, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais on dit effectivement que 50% de leurs dépenses alimentaires se font hors domicile, et ça comprend bien entendu une partie aussi pour la vie sociale, aussi bien au travail qu'entre amis, donc avec les boissons alcoolisées. Voilà, donc aussi un élément important, je pense, c'est quasiment un tiers de la population, ce sont des monofoyers, et ça on le reverra après avec les tendances. Et l'autre point que je voulais mentionner sur cette slide-là, ce sont les importations alimentaires au sens large. C'est comme les deux autres pays qui sont Taïwan et le Japon. La Corée du Sud est très dépendant aux importations. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors un petit flash info, je reprends quelques éléments. Le PIB donc de 2020 pour la Corée a été seulement impacté de 1%, donc une décroissance a décru de 1%, et il y a un rebond prévu de près de 3% cette année. Il y a eu des mesures strictes qui ont été mises en place, cependant zéro confinement, hein, donc les restaurants ont dû limiter leur ouverture jusqu'à 21h. Aujourd'hui, c'est jusqu'à 22h. Les clubs ont pu rouvrir, mais que jusqu'à 22h. Donc, c'est assez amusant. Le club ouvre jusqu'à 22h aujourd'hui, puis rouvre le matin de 5h du matin à 10h du matin. Mais ça permet quand même d'avoir une activité en termes de pour tous ces canaux de distribution. Et donc l'impact, on le verra, a été relativement modéré, puisque aussi, comme l'a mentionné Laurence, il est impossible aujourd'hui de voyager en Corée du Sud, mais les Coréens aussi ont très peu de possibilités, où c'est très très contraignant d'aller voyager à l'étranger, puisqu'ils ont quand même 14 jours de quarantaine, du moins une quatorzaine en rentrant très strict. Et donc forcément, les gens qui voyageaient d'habitude n'ont plus cette possibilité-là, et donc se font plaisir localement. Ils peuvent plus forcément aussi se déplacer en région, puisque les déplacements même en région sont un peu déconseillés, et les gens hésitent effectivement à aller passer des week-ends. Donc finalement, c'est des plaisirs finalement à Séoul et dans leur ville, etc. Et donc ça se reporte énormément sur les biens de consommation au sens large, et ça implique bien sûr les vins. Je vais passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors tout d'abord, donc par rapport au FTA, hein, donc je vous ai dit effectivement qu'il n'y avait plus de droits de douane, donc on est à 0%. Cependant, il y a quand même des taxes pour des alcools importés, mais également produites localement. Ce sont des taxes qui sont aussi bien pour l'import que pour la production locale. Donc vous pouvez voir sur le tableau de droite, je pense que c'est un tableau qui vous sera utile, donc les différents coûts entre le départ cave ex-work de chez vous, de vos chais, et le prix final consommateur. Alors bien entendu, les fourchettes sont assez larges, ça va dépendre si on est dans un restaurant 5 étoiles, distribué dans un restaurant 5 étoiles,
d'un hôtel 5 étoiles, pardon, ou effectivement d'un petit bar sympathique qui pratique des prix modérés. Mais en gros, voilà un exemple, un départ à 4 euros chez un caviste, selon les circuits, ça va être entre 14 et 18 euros au prix de vente consommateur ici en Corée. Et vous pouvez voir donc d'autres suggestions aussi sur la droite. Donc en termes de taxes, on a 30%. Donc on a quand même, vous voyez, un vin qui part à 4 euros en France. En gros, il va revenir chez l'importateur, ça va lui coûter après directement dans sa zone de stockage, ça va lui coûter entre 6 et 7 euros selon le volume importé, etc., etc. Donc les frais demeurent quand même importants. Slide suivante, s'il vous plaît. Je suis bloqué sur les stats, je n'avance plus. Je ne sais pas, Anna, si tu peux faire défiler la slide supplémentaire, la slide suivante. Alors, la slide suivante concernait, on l'a pas encore là. Donc, sur les importations, alors le marché coréen en volume, c'est quand même le 3e marché, hein, hors Hong Kong, hors Singapour. Alors, excusez-moi. Effectivement, hors Hong Kong, hors Singapour, parce que Hong Kong et Singapour, c'est souvent des plateformes pour réexporter sur la zone. Et puis également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Sud, il y a très peu quand même d'expatriés. En Corée du Sud, on compte 3000 Français. Donc, on est vraiment sur une consommation, j'ai envie de dire, 100% coréenne. Donc, l'importation de vin en Corée du Sud a progressé de 25% en 2020. Donc c'est voilà, c'est assez conséquent étant donné la période qui a été traversée. Il y a plusieurs explications qui expliquent cela. Et la France représente aujourd'hui un peu plus de 28% de part de marché en valeur avec 81 millions d'euros. On voit la croissance continue depuis 2015. Hein, on est en gros autour de 10, 12, 13% chaque année. Et également les différents compétiteurs qui sont principalement aujourd'hui l'Italie, mais également les États-Unis qui font une grosse percée. Le Chili, historiquement, puisqu'eux, ils ont un accord de libre-échange avec la Corée depuis 2004, donc ils étaient beaucoup plus compétitifs à l'époque. Voilà. Et ensuite, sur la droite, vous avez effectivement les couleurs. Et donc, ces dernières années, on a une forte une forte évolution. Historiquement, c'était énormément sur le rouge, avec plus de 75%. Et aujourd'hui, l'effervescent, en grande partie par le champagne, hein, puisque le champagne est passé de 4 millions d'euros à 27 millions d'euros en l'espace de 8 ans, 7-8 ans, mais également le blanc. Donc ça, on le verra aussi pour des raisons de pairing, de tendance, etc. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, les régions principales, donc bien sûr le Bordeaux, mais également le Bourgogne qui pousse très fort, la Champagne, et des nouvelles régions avec l'Alsace qui commence, qui a des croissances de l'ordre de 50%, pareil pour la Loire. Donc il y a une vraie diversité qui est en train de se créer par la demande des consommateurs amateurs, mais également par bien sûr les importateurs qui sont aujourd'hui de grands professionnels en Corée. Slide suivante. Donc les quelques tendances, alors tout d'abord peut-être la stratégie on-trade et off-trade. Donc là, ça a énormément évolué avec la crise du Covid. Hein, donc il y a eu un regain sur les circuits de distribution donc off-trade, donc tout ce qui est retail, et avec un développement de cavistes de plus en plus important et aussi des offres très agressives dans les CVS, hein, donc ce qu'on appelle les petites supérettes ouvertes 24/24, mais également la grande distribution. Donc pour vous, ce qui vous concerne le plus, effectivement, c'est le réseau caviste, les cavistes qui se déploient avec du conseil, avec des vins en recherche pas de vins particuliers, de cépages particuliers. Donc ça, c'est une vraie tendance très forte qui, je pense, qui correspond très bien effectivement à l'offre française premium en milieu de gamme. Les vins effervescents qui sont maintenant très tendance depuis 2-3 ans, mais qui continuent avec toujours des appellations élargies. La diversification aussi, donc les régions françaises où là, ça a été déjà très travaillé, les grandes régions viticoles françaises par les différents importateurs. Aujourd'hui, pour se démarquer, des petits moyens importateurs cherchent effectivement des particularités. Et donc, je pense que les vins de Corse aussi pourraient être finalement une très bonne pioche aussi pour ces importateurs. Forte tendance, les vins naturels, mais pas que, la biologique aussi, parce que l'offre biologique est de plus en plus importante, mais également la biodynamie. Il y a d'ailleurs des bars à vin qui ne jurent que par des vins nature, même pour un corkage, pour un droit de bouchon, il faut importer un vin nature, sinon on rentre pas. Et les étiquettes tendance et des styles limités, étiquettes tendance, effectivement, le visuel, on va dire bordelais, etc., assez sympa, mais ils souhaitent passer à autre chose. Certains pays le font très bien, donc les étiquettes amusantes, rigolotes, innovantes, les attirent. Slide suivante, s'il vous plaît.
Alors là, la distribution, là, je suis allé assez dans les chiffres. J'aimerais juste revenir sur un point, c'est le e-commerce qui est aujourd'hui possible. La vente e-commerce de vin en Corée du Sud est possible en click and collect. Ça veut dire qu'il faut quand même aller retirer sa marchandise en magasin pour prouver qu'on est bien majeur. C'est un élément quand même important puisque la Corée du Sud est très développée au niveau du e-commerce, a une logistique très forte, très rapide. Les Coréens sont parmi les plus connectés au monde avec le débit le plus élevé, avec la 5G qui est arrivée dès 2019. Et donc finalement, c'est une bonne nouvelle, je pense, pour l'offre française puisque sur les ventes en ligne, sur Internet, vous avez la possibilité de mettre un grand nombre d'informations et le consommateur a le temps de comprendre, de choisir, de se renseigner par rapport effectivement à un vin qui serait en boutique et finalement, il faudrait regarder l'étiquette, on verrait le prix, ça serait un peu difficile de choisir. Slide suivante, s'il vous plaît. J'ai peu de temps. Donc, en fait, les importateurs coréens, on en compte plus de 300, 400. Il y a une multitude de petits acteurs. Le top 12 fait 80, 70, 80% du business. Mais voilà, il y a des circuits de distribution qui sont très variés. Et donc là aussi, toujours, à chaque événement Test in France, on a des nouveaux importateurs qui viennent de se créer et qui souhaitent effectivement renforcer, développer leurs importations. La démocratisation de la consommation du vin à domicile, donc ça c'est une vraie tendance où maintenant les Coréens, les amateurs ont plus peur d'ouvrir une bouteille chez eux pour soi. Ils ont compris qu'ils pouvaient la déguster pour certains vins sur 2-3 jours. Et donc toujours la soif de découverte. La montée en gamme de l'offre de restauration également, puisque le guide Michelin est arrivé en 2017. Donc plus de 30 restaurants sont étoilés aujourd'hui. Et ça a vraiment emmené tout le Eureka sur une montée en gamme vers effectivement plus de bars à vin, plus de restaurants occidentaux, effectivement avec une cuisine vraiment authentique, mais également de la restauration coréenne qui va offrir des vins, même la restauration asiatique au sens large. Donc tout ça profite, je pense, au vin et aussi l'apéro avec la charcuterie, le fromage qui prend toujours plus d'engouement. Je vous ai parlé tout à l'heure des cavistes et du e-commerce. Et donc la fameuse multitude de petits importateurs, avec aussi une des grosses tendances, c'est de plus en plus de circuits courts pour être compétitifs. Et donc d'ailleurs, pour illustrer cela, des cavistes historiquement, des personnes cavistes historiquement qui ouvrent une structure à côté pour pouvoir importer en direct et donc vendre directement aux consommateurs. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, sur les slides juste avant, vous avez vu, hein, c'était une opération faite par un importateur coréen qui avait importé des vins de Corse et qui faisait une promotion auprès de sommeliers, etc., de médias, influenceurs, pour promouvoir son offre qu'il venait d'importer. Et ensuite, une petite dernière slide, s'il vous plaît. Voilà, et ça, c'est une anecdote, mais voilà, une des bicornes de Napoléon a été achetée par le CEO de Harim, leader de la bière en Corée, pour 1,8 million d'euros en 2014. Et donc, il a ouvert une galerie Napoléon à Pangyo. Napoléon est étudié à l'école hein, par tous les Sud-Coréens. Donc, effectivement, c'est aussi un élément, voilà, entre le storytelling, je pense que de l'île de Corse, aussi de Napoléon, même, voilà, ça peut aussi parfois des arguments pour commercialiser ensuite un vin de Corse en Corée du Sud. Je crois aussi qu'il faut parler, peut-être si vous êtes déjà présent sur d'autres marchés, voilà, le dire aux importateurs avec qui vous pourriez rentrer en contact. Enfin, sachez que les Coréens sont très très ouverts actuellement, étant donné que la croissance est forte. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais sur les 2 premiers mois de l'année, les vins ont progressé, les importations de vins ont progressé de 100%. Donc déjà, l'année dernière, on était sur une année exceptionnelle. Et là, depuis sur les 2 premiers mois, plus 100% de vins du monde, la France 120%. Là, on va avoir les statistiques des douanes demain, je pense. Donc, on pourra avoir une visibilité sur le mois de mars. Mais ça part très, très fort. On est vraiment sur une démocratisation très profonde, très ancrée, avec des amateurs de vin toujours plus nombreux qui se forment, qui prennent pour le plaisir des diplômes WSET, W7. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un marché à cibler aussi pour la Corse. Voilà, j'ai été un peu plus long que prévu. Je vous remercie. Je vais simplement faire un petit commentaire pour inciter les gens qui sont connectés en visio à éventuellement poser leurs questions directement dans le chat. Comme ça, on y répondra par la suite. Très bien. Alors, je vais continuer la petite bonus flash info. Cette fois-ci sur Taïwan, la belle île de Taïwan. Donc, c'est Anne Guinodo, responsable du pôle agroalimentaire à Taïwan. Et donc, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Taïwan, le contexte, donc c'est une île de 23 millions d'habitants, donc à peu près la population de l'Australie,
et sur une superficie qui fait à peu près la taille de la Belgique, donc très dense, avec des grandes zones urbaines que sont Taipei et ses environs, qui font à peu près 7 millions d'habitants, et ensuite deux grandes zones urbaines aussi, un dans le centre, Taichung, et un dans le sud, Kaohsiung. Donc les trois grandes zones où il y a le plus de consommation, la plus forte densité de consommation, notamment d'alcool. Une autre spécificité, c'est un pays, donc Laurence a dit au début de la présentation déjà, un pays aussi à fort pouvoir d'achat, classé 3e en termes de parité de pouvoir d'achat en Asie, et avec une forte croissance. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une économie qui est très solide, qui repose beaucoup sur la high-tech, sur les matériaux composites, sur les semi-conducteurs aussi, où Taïwan détient plus de 70% de parts de marché dans le monde. Et c'est ce qui explique aussi la croissance du PIB malgré la crise globale. C'est que Taïwan est un grand exportateur de tout ce qui est matériaux composites et tout ce qui est semi-conducteur, et ce qui fait la richesse de son économie et sa solidité. Il y a également une facilité, juste là, oui, merci. Là, une facilité de faire des affaires. Donc, la langue parlée, donc la langue des affaires, c'est l'anglais. Et aussi le mandarin pour ceux qui savent parler mandarin. Donc, à l'oral, c'est le même chinois que ce qui est parlé en Chine. C'est juste que la langue écrite est différente. Donc, même à l'oral, il y a des expressions qui sont un peu différentes. Donc, si vous avez des brochures, par exemple, destinées à la Chine continentale, il est important de les réadapter ou bien directement de transmettre plutôt les brochures qui sont en anglais. C'est mieux vu pour montrer que vous savez que on est dans une zone différente, pour ne pas dire pays, un pays différent. Ensuite, comme pour la gestion du Covid, comme vous avez pu le voir avec, donc au tout début, Laurence l'a déjà dit, mais je réitère la chose, c'est que c'est vraiment Taïwan a été exemplaire dans sa gestion du Covid, avec un nombre de cas minime depuis janvier 2020 jusqu'à ce jour. Il y a 1000 cas, à peine 1062 cas, et à peine, donc là on est à 11 décès total sur 1 an et 4 mois. Voilà. Ensuite, alors là, quelques caractéristiques du marché en panorama, donc une culture gastronomique extrêmement dynamique, ce qui est d'ailleurs accentué par la publication du guide Michelin, qui s'est élargi en fait non seulement à Taipei mais aussi à Taichung, sur 2 villes depuis 2018. Et il y a une culture vraiment du bon vivant, c'est-à-dire que les gens, il y a une consommation d'alcool déjà ancrée chez la population. Au niveau des vins, alors c'est un marché qui est très fidèle aux vins français malgré la relative maturité du marché. On est le vin français, pour une certaine raison, malgré la diversification qu'il y a eu ces dernières années sur différents pays fournisseurs, la France reste toujours le leader, que ce soit en termes de valeur et de volume. Les gens qui consomment des vins reviennent toujours aux établissements françaises et nous disent que voilà, même s'ils sont curieux d'autres produits, ils vont toujours revenir aussi aux vins français à la fin. Ensuite, plus spécifiquement sur les importations de boissons alcoolisées, donc comme on peut voir dans ce graphique, alors les grands diagrammes bleus, c'est les boissons alcoolisées en général globales, et la ligne orange, c'est les spiritueux, qui représentent la boisson la plus consommée en termes de valeur. Taïwan est par exemple le 4e importateur mondial de whisky, avec seulement 23 millions d'habitants, donc la moitié de la population de la Corée. En termes de vin, comme vous pouvez voir, alors c'est pour l'instant une boisson alcoolisée qui est plus en fait vue comme une boisson pour les connaisseurs ou les personnes qui voyagent beaucoup et qui connaissent bien. Et ça représente aussi quand même à peu près presque 200 millions d'importations,
pour ne pas être marseillais, 188,6 millions d'euros plutôt. Et donc, en fait, ce qui est assez frappant, puisque en fait, pour 23 millions d'habitants et donc la moitié de la population de Corée, on importe à peu près l'équivalent en termes de vin. Par contre, en fait, on ne connaît pas les explosions, puisqu'il y a déjà voilà, il y a déjà eu une progression au fil des années qui a été voilà, très progressive. Mais même en année 2020, où il y a eu un petit remous au premier trimestre 2020, lorsque le Covid avait éclaté et les gens étaient inquiets et d'aller moins au restaurant, on voit que la consommation de vin est restée assez stable. Il n'y a pas eu de grande baisse. Il y a eu même une petite augmentation en termes de valeur. Mais par contre, en termes de volume, effectivement, il y a une baisse parce qu'il y a beaucoup de vins entrée de gamme qui sont destinés aux grands banquets de mariage et aux grands repas de fête qui ont été annulés au premier trimestre lors du Nouvel An chinois et des repas d'affaires qui ont lieu généralement juste vers fin février, juste après le Nouvel An chinois et qui a créé ce petit remous en termes de volume. En termes de vins qui concerne surtout en fait les vins entrée de gamme. Donc en période de Covid, les réactions et témoignages des importateurs, c'est que tout ce qui est vin premium et plutôt vin haut de gamme continue à marcher très fort. C'est surtout les vins vraiment dans l'entrée de gamme qui ont été atteints au premier trimestre, mais ensuite ça a bien repris et c'est plutôt stable. Pendant toute l'année 2020, ça a été plutôt stable. Il y a aussi une grande diversité et une grande panoplie d'acteurs sur le marché. Il y a plus de 300 importateurs actifs. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi c'est pas forcément très facile de rentrer sur le marché taïwanais. Ça demande beaucoup de persévérance parce que vous avez une multiplicité d'acteurs et chacun a un peu sa spécialisation au niveau de la clientèle. Et donc, pour trouver le bon acteur qui va vendre vos produits, il faut vraiment dénicher, défricher le paysage pour trouver celui qui va être motivé pour vendre vos produits. Donc, c'est très important de vraiment faire un filtrage, de faire une sélection et de parler avec chacun sur leur stratégie et leur clientèle. Alors, slide suivante. Donc, les vins de Corse à Taïwan, c'est tout un terrain à défricher puisque c'est vraiment extrêmement marginal pour l'instant. Enfin, il y a très très peu de vins corses qu'on peut trouver à Taïwan. Ce que je peux vous dire, par contre, il y a quand même des vins corses qui sont importés surtout par des cavistes qui sont des cavistes assez niches et des cavistes indépendants qui ont double casquette importateur et caviste. Qui sont souvent aussi qui importent beaucoup de bio en parallèle et de vins naturels. Et l'image en fait de la Corse, donc tout à l'heure mon collègue Olivier a pris l'anecdote de la bicorne de Napoléon. Alors on n'a pas acheté une bicorne de Napoléon, mais voilà, il y a une image vraiment d'Épinal de la Corse qui est le pays natal de Napoléon, etc. Et les importateurs bien sûr communiquent à fond là-dessus. Parce que pour eux, pour les Taïwanais, ça leur parle. Autre chose, c'est une image souvent quand on parle de vin corse à Taïwan, on va parler des cépages autochtones et c'est quelque chose qui attire aussi les Taïwanais, c'est-à-dire ils sont curieux. En fait, c'est des gens qui aiment beaucoup se former, surtout les amateurs et les consommateurs de vin. Ils aiment beaucoup apprendre sur le vin. Donc voilà, quand on parle de nouveaux cépages, des cépages autochtones et des cépages qu'ils connaissent moins bien, qui sont très très à l'affût de connaître et très curieux. Et les vins, alors pour eux, l'image des vins de Corse, c'est aussi des petites productions, des productions de séries limitées, des vignerons indépendants, des vins qui ont un fort caractère, qui sont assez sauvages et très tanniques. Et donc, en fait, c'est ce qui peut aussi être un atout et une attractivité, puisque à Taïwan, l'image du vigneron indépendant est aussi très ancrée, en fait, pas seulement dans le secteur du vin, en fait, c'est dans le secteur de l'agriculture en général et des produits agroalimentaires qui sont très attirés par l'image et la philosophie de l'agriculteur derrière les produits. Donc en fait, là, les photos, c'est des exemples de vins qui sont importés, des vins de Corse qui sont importés à Taïwan par 3 importateurs différents. Les fourchettes de prix, ça varie de 26 jusqu'à 72 euros.
juste pour vous donner une idée. D'après une enquête qu'on a faite en novembre 2020, qui est assez fraîche donc, sur 103 importateurs qu'on a interrogés, il y en a 19 qui ont répondu qu'ils étaient intéressés par les vins de Corse, ce qui est quand même pas négligeable, je trouve. Ça veut dire que les importateurs connaissent bien, enfin, ils savent ce que c'est et ils se disent bon, on est intéressé par savoir plus. Ils sont en fait, l'avantage des opportunités à Taïwan, c'est qu'on a des consommateurs curieux et assez ouverts, qui sont ouverts aux appellations encore peu connues, qui sont avides de formation, je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, donc une autre opportunité qui représente aussi, qui est à la fois une difficulté et une opportunité, c'est qu'il y a une grande diversité d'importateurs qui permet en fait, les importateurs sont extrêmement flexibles et extrêmement souples et ils ont une relation très proche avec leurs clients. Donc, ils organisent beaucoup de séances de formation, de dîner, de déjeuner, d'accords de mets et vins avec leurs clients, et ce qui permet en fait d'avoir ce qui est agréable en fait de travailler avec un importateur. Souvent, les fournisseurs français nous disent c'est relativement agréable parce qu'on sait à peu près où vont nos vins et on est proche en fait. Il y a un circuit très court et les vignerons peuvent parler en direct avec les consommateurs. Souvent, ils ont un accès, ils savent quel type de clientèle ils ont derrière à Taïwan. Et c'est aussi un marché qui est à forte valeur ajoutée, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire, ce n'est pas un marché de gros volume. Vous n'allez pas écouler des stocks entiers de vin à Taïwan. Et ceux qui cherchent à écouler des gros stocks de vin, des grosses productions, on les dirige généralement pas vers le marché taïwanais. Mais ceux qui ont des produits niches, des produits extrêmement qualitatifs, extrêmement premium, c'est plutôt un marché qui aime ce genre de produit et qui va à la recherche du produit qui est différent des autres. Ensuite, donc, voilà, ça c'est quelques recommandations et au niveau de l'accès du marché, pour vous donner une idée, sur le dur, donc on a des droits de douane qui sont relativement raisonnables, 10% sur les vins tranquilles, par contre beaucoup plus sur les vins effervescents de 20%. Et ensuite, vous avez des droits d'assises. Alors, 7 Taïwan dollars, ça représente à peu près, c'est en fait ça représente en euros 20 centimes d'euros par litre par degré d'alcool. Donc ça, c'est la taxe sur les alcools. Et au niveau des coef multiplicateurs, donc à partir du prix FOB, vous avez là quelques indications qui sont assez larges puisque ça dépend vraiment des opérateurs et ça varie assez régulièrement. Et quelques conseils, enfin pour terminer, quelques conseils sur le défrichage du marché. Donc, on a dit tout à l'heure, s'appuyer un peu sur l'image d'Épinal de la Corse, les paysages, le fait que ce soit une belle île, que voilà, c'est le pays natal de Napoléon, etc., toute l'histoire aussi de la Corse. Le parallèle, alors ce qui est intéressant, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui font le parallèle entre les deux belles îles, puisque la Corse, on l'appelle l'île de la beauté, et Taïwan est appelée la Formosa Island, donc en portugais la belle île. Donc en fait, il y a aussi cette situation géopolitique, on est à côté d'un géant, enfin géopolitique un peu différente. Bref, il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des parallèles entre deux et ça peut être marrant aussi de faire on peut s'appuyer aussi là-dessus pour faire découvrir la Corse et ses vins, mettre en avant l'histoire et la philosophie de la marque. Donc ça aussi, c'est très important pour les Taïwanais. La qualité du terroir, bien sûr, les cépages autochtones et aussi parler de vos réussites à l'export. Donc si vous réussissez au Japon, par exemple, c'est une excellente référence pour les importateurs taïwanais. Faire preuve d'originalité pour les étiquettes également, comme en Corée, on aime bien les étiquettes qui sortent un peu du lot, et communiquer donc avec des photos sur les réseaux sociaux, avec l'organisation de visites, des formations, que ce soit en présentiel ou à distance, et aussi donner des conseils d'accords de mets et de vin. Voilà tout pour, en très très bref, 10 minutes sur Taïwan, et j'espère que ça vous donne envie d'en savoir un peu plus. Merci Anne.
Merci Anne, merci Olivier d'avoir pris tous les deux le temps de présenter les opportunités sur vos marchés. Il nous avait semblé intéressant de vous parler de Taïwan et de la Corée, deux marchés qui sont porteurs et dynamiques en ce moment. Et c'est vrai que c'est important de mettre ces opportunités en avant dans la période actuelle. On va entrer dans le vif du sujet en parlant du Japon. Désormais, slide suivante, s'il vous plaît. Je vais revenir à quelques propos introductifs pour planter le décor. Slide suivante. Mais très rapidement, le Japon, c'est un pays qui est 2 fois plus petit que la France, mais qui abrite une population 2 fois plus importante, 126 millions de consommateurs. Cette situation, ça crée des contraintes en matière de densité de population et de capacité de production agricole. Le Japon importe plus de 40% de ses besoins en calories. C'est donc un pays qui a massivement recours à l'importation pour se nourrir, et ça se voit notamment dans le réseau de distribution qui compte des chaînes de supermarchés gourmets, par exemple, qui sont dédiées à l'importation de produits alimentaires. C'est quelque chose qui n'existe pas chez nous. Mais ici, ça existe en quantité, en masse. Il y a plusieurs chaînes qui sont dédiées uniquement aux produits importés et ça marche très très bien. C'est pas de l'exotisme. Le Japon, c'est aussi la 3e économie mondiale après les États-Unis et la Chine. Et le niveau de vie y est parmi les plus élevés au monde. Et pour comparer avec la Chine, la richesse par habitant est 6 fois plus élevée au Japon. Je vais passer à la slide suivante. Je dois absolument vous parler de l'accord UE-Japon, qui est assez récent. C'est un des derniers accords signés par l'Union européenne, ce qu'on appelle un accord de dernière génération. Il est entré en vigueur au 1er février 2019. Il est historique pour l'Europe, parce que c'est l'accord le plus important que l'Europe n'ait jamais conclu en nombre de consommateurs. Dans le sens inverse, c'est pas vrai. Mais pour nous, Européens, c'est important. Il a des conséquences très importantes dans le domaine du vin, notamment parce que nos 2 grands concurrents bénéficiaient déjà d'un accord avec le Japon. Le Chili, par exemple, depuis 2007, profitait d'un accord, et l'Australie depuis 2015. Donc l'accord UE-Japon a permis de rétablir l'équité avec nos concurrents sur le marché en supprimant les droits de douane de façon immédiate dès la date d'entrée en vigueur au 1er février 2019. Et puis par ailleurs, l'accord a aussi permis de reconnaître des indications géographiques françaises, même s'il n'y avait pas de problème particulier en matière de reconnaissance des appellations. Les Japonais respectent tous ces sujets de propriété industrielle et intellectuelle. Mais peut-être que je peux vous dire quelque chose d'intéressant dans cet accord, c'est qu'il a permis de reconnaître des pratiques œnologiques dans le domaine du vin qui n'étaient pas acceptées jusqu'alors, comme l'utilisation de l'acide métatartrique qui posait problème pour un certain nombre de producteurs. Et donc aujourd'hui, c'est autorisé. On va passer à la slide suivante. On va voir quel est le marché des boissons alcoolisées en particulier. Sur le marché japonais. Alors, commençons par voir ce que consomment les Japonais. Ce sont de grands consommateurs de bière. Cette boisson représente 40% de part de marché. Ils en sont producteurs, avec des grandes marques très présentes sur le marché. Ensuite, on a les liqueurs, dont la consommation est à la hausse et qui représentent quasiment 30% de part de marché. On y trouve les cocktails en canette, comme le whisky soda ou le chuhai, des cocktails qui font fureur, en particulier auprès des jeunes consommateurs, avec des cocktails en canette qui sont vendus très peu cher. En 3e position, on a le shochu, qu'à mon avis, vous ne connaissez pas parce que on ne voit pas ça en France. C'est une boisson distillée à base de patates douces, de riz ou d'orge, qui titre entre 25 et 37% d'alcool. C'est un peu comme de la vodka. Et c'est beaucoup consommé par notamment les hommes à la sortie du bureau, si je ne me trompe pas.
On a ensuite en 4e position le saké qui est distribué en France, à ne pas confondre avec les alcools chinois qui se boivent dans les petits verres à la fin du repas. Non, le saké, là, c'est une boisson de grande qualité, autour de 14 degrés, qui est obtenue par simple fermentation à partir de riz. Enfin, le vin. Le vin, il arrive à la 6e position. Les Japon en consomment plus de 3 litres par adulte et par an. Et c'est un volume qui est en progression régulière depuis toujours au Japon. Alors, ce qu'il faut savoir de manière globale, c'est qu'au Japon, la consommation de boissons alcoolisées est en baisse chaque année. Entre 2009 et 2019, on a enregistré moins 4,8% de consommation parce que la population est en baisse, parce que également, comme ce qui se passe en France, hein, les Japonais consomment un peu moins d'alcool. Mais toutefois, cette baisse de consommation d'alcool touche essentiellement les alcools japonais, donc le saké, le shochu, la bière. Et à l'inverse, la consommation de vin et de certains spiritueux comme le whisky et le gin, par exemple, affiche une progression régulière malgré cette baisse de la consommation. On va passer à la slide suivante. On va voir spécifiquement quelle est la situation pour la filière du vin français. Alors la France est très bien positionnée sur le marché japonais. Elle est depuis toujours le premier fournisseur du Japon en valeur, avec 55% de part de marché pour ce qui est des vins tranquilles et des vins effervescents. Ce qui a représenté en 2020 508 millions d'euros, donc un chiffre qui est en baisse en 2020 suite à la pandémie, sachant qu'en 2019, on avait atteint le record de 551 millions d'euros de vins français exportés. Donc le Japon aujourd'hui est le 5e marché mondial du vin pour la France. Donc alors c'est un marché intéressant parce qu'il nous permet de proposer des prix moyens plus élevés que dans le reste du monde. Alors sur les vins effervescents, le prix export moyen au litre est de 20,25 €. Alors, donc pour le marché japonais, hein, et de 7,46 € pour les vins tranquilles embouteillés en 2020. Sachant que ce sont des chiffres qui ont aussi été impactés un peu par la pandémie. Donc ces chiffres en 2019 étaient encore un peu plus élevés. Donc c'est un marché qui demande de la qualité avant tout. Nos vins se positionnent, les vins français se positionnent sur le moyen à haut de gamme. Alors c'est une situation qui fait réfléchir tout de même. Quand on sait qu'aujourd'hui, le vin est consommé en majorité à domicile, le vin est désormais entré dans les habitudes de consommation des Japonais. C'est la 6e boisson la plus consommée à domicile. Et donc, aujourd'hui, 80% des vins, toute origine confondue, hein, sont vendus en dessous de 12 €, 1500 yens. Et ce sont essentiellement des vins chiliens et des vins japonais. Le segment des entrées de gamme, c'est le plus dynamique et c'est vrai que nous, les Français, malheureusement, nous sommes assez peu présents sur ce segment. Donc, on peut un peu s'interroger sur la place des vins français dans les années à venir si le marché continue d'évoluer dans ce sens. Et c'est un peu la dernière actualité nous a donné raison. Alors toutefois, l'accord UE-Japon nous a permis d'améliorer notre compétitivité, la compétitivité des vins français sur le marché de l'entrée de gamme au Japon, puisqu'on a pu abaisser le prix de vente de nos bouteilles de 70 centimes d'euros pour les vins tranquilles et de 1,10 € pour les vins effervescents. C'est la conséquence de la suppression des droits de douane depuis le 1er février 2019. Donc, ça nous a naturellement permis de renforcer notre présence en supermarché. Une bonne chose pour le positionnement de la France. Les vins français sont surtout présents dans le réseau CHR et c'est le cas des vins corses,
Le réseau CHR, c'est 27% de nos ventes en 2020. Donc CHR, c'est le circuit des cafés, hôtels et restaurants. Donc je vous le disais tout à l'heure, l'exemption des droits de douane, ça a été assez positif pour nous. Et en 2019, on a enregistré une progression exceptionnelle de 12% sur les vins tranquilles et de 16% sur les vins effervescents, sachant qu'on était déjà sur un marché très mature. Donc on peut le dire, une performance exceptionnelle pour un marché qui consomme aujourd'hui du vin quasiment au quotidien en fait. Hein. C'est vraiment entré dans les habitudes de consommation. On le consomme à la fois au restaurant, mais aussi on l'achète en supermarché, sur Internet. Donc un marché très mature. Les Japonais demandent des AOP, puisque ça présente un gage de qualité, selon eux. Les AOP représentent aujourd'hui 81% en valeur. En volume, c'est à peu près la moitié des vins français exportés au Japon. On va passer à la slide suivante. Voyons qui sont les fournisseurs de vin au Japon. Eh bien, depuis 2015, on voit que les Japonais consomment de plus en plus de vins chiliens. Vous voyez qu'en volume, le Chili est le premier fournisseur. Et il a même progressé en 2020, parce que la crise leur a donné raison. Le marché leur a permis d'écouler des vins sur l'entrée de gamme. Alors, vous voyez par ailleurs sur cette carte que les Japonais sont ouverts à toutes les régions du monde, y compris les vins bulgares, des vins portugais, des vins géorgiens. Et sachez que les Japonais sont eux-mêmes producteurs de vin, et c'est même 33% des ventes. On va le voir sur la slide suivante. 33% des vins vendus au Japon sont des vins japonais, du type tel que la marque Bistro que vous pouvez voir. Bon, ça n'a quand même rien à voir avec, avec nos vins, mais ces vins sont régulièrement en rupture de stock. Donc, ils s'adressent à un consommateur et et ils savent marketer leurs produits tels que les Japonais l'apprécient. Donc, ça marche très bien localement. Et puis les Japonais consomment 3,35 litres de vin par an, ce qui représente 4,5 bouteilles. Voilà. Alors parmi les vins français qui sont exportés, on a deux tendances qui se dégagent. Alors voyons la répartition par région viticole. On a deux régions qui dominent, les vins de Bordeaux, largement, avec 55% de part de marché en volume, suivi des vins de Champagne. Puis on a la Bourgogne, le Beaujolais, dont le Japon achète la moitié de la production de Beaujolais. Les vins corses sont en progression entre 2019 et 2020 avec une hausse de 11%, correspondant à 608 hectolitres exportés. Bon, la consommation de champagne et de vins effervescents a explosé ces dernières années au Japon. Elles ont dépassé celles de Bourgogne depuis 2019. Et puis sinon, pour information, les Japonais boivent surtout du vin rouge, c'est 73% du vin consommé, et ensuite 27% pour le blanc. Le rosé, je précise, n'a pas vraiment la cote, ça représente environ 1% de la consommation. C'est la même tendance que dans le reste de l'Asie, où c'est tout de même assez difficile pour le rosé. On va passer à la slide suivante. On va parler du consommateur et des tendances de consommation. Donc, le consommateur, c'est surtout des femmes, mais de plus en plus les hommes y viennent également, notamment grâce à la vente en ligne. Mais c'est plutôt les femmes qui font les courses, donc c'est souvent elles qui sont amenées à acheter. Alors le vin a cet avantage d'être un produit perçu comme bon pour la santé grâce au polyphénol qu'il contient. Donc ça, c'est un argument de vente qui est très utilisé au Japon et qui est très apprécié des consommateurs, puisqu'au Japon, bien souvent, on choisit ces aliments par rapport aux bienfaits qu'ils auront sur la santé.
plus que par l'achat plaisir. On consomme parce que tel ingrédient, parce qu'il aura tel bienfait sur le corps. Mes collègues ont l'air d'acquiescer. C'est vrai que chez nous, en France, c'est quand même pas la priorité. C'est plutôt le plaisir, l'envie, voilà. Donc on est très différents, la France et le Japon, à ce niveau-là, sur ce qui déclenche l'achat. Alors, les Japonais sont des consommateurs très connaisseurs qui recherchent traditionnellement les meilleurs produits. Les plus grands crus sont très facilement disponibles au Japon. Les domaines les plus prestigieux sont connus des Japonais. Les Japonais recherchent de manière générale toujours des produits de luxe, hein, que ce soit dans les cosmétiques, dans l'habillement, et ça se retrouve aussi dans le vin. Le Japon a longtemps été le deuxième marché mondial du luxe après les États-Unis. Je ne sais pas ce qu'il en est là depuis l'année dernière, je n'ai pas eu les chiffres, mais il est possible que ce soit toujours le cas, il faudrait que je vérifie. Alors, à noter qu'on a au Japon l'association des sommeliers la plus importante au monde. Je crois que l'association compte 30 000 membres, ce qui est absolument énorme, tout simplement parce que les Japonais adorent se former, sont ce qu'on pourrait appeler des geeks. Moi, ici, dans mon entourage au travail, ce ne sont pas des personnes qui travaillent chez Agrotech, mais il y a beaucoup de personnes qui passent le WSET ou d'autres examens en vin. Bref, les Japonais se forment sur le vin, c'est assez impressionnant. Beaucoup plus qu'en France, hein, clairement. Donc les Japonais, par ailleurs, sont passionnés, mais sont aussi des consommateurs très exigeants. Ils attendent un produit zéro défaut qui soit parfait, que ce soit dans le contenu ou dans le contenant. Donc, ils attendent vraiment un zéro défaut, un produit parfait. Et ce que redoutent les importateurs par-dessus tout, c'est l'insatisfaction client. Parce que face à une insatisfaction, il faut immédiatement prendre des mesures correctives quand on est un importateur. Donc, c'est vrai que les importateurs sont très pointilleux. Les sociétés, les producteurs de vins français qui sont présents sur le marché japonais via une filiale nous racontent tous que le marché japonais, c'est le marché le plus exigeant. Souvent, les représentants des filiales présents ici se déplacent en France pour assister à l'embouteillage, quand je pense au Beaujolais nouveau notamment. Il faut prévoir du personnel supplémentaire pour s'assurer que le produit se sera parfaitement embouteillé, étiqueté. Ça nécessite souvent des contrôles en plus, ça on le voit quel que soit le secteur d'activité, pas seulement les vins. Ceci dit, je vous rassure, c'est aussi du travail supplémentaire dont on tient compte dans la définition du prix et dans les marges qu'on peut obtenir. Faut savoir aussi qu'en matière de packaging, d'embouteillage, il faut avoir en tête qu'au Japon, c'est un pays qui est particulièrement chaud et humide en été. Et donc, les étiquettes souvent se décollent parce qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes contraintes qu'en France. Donc, il faut que les étiquettes soient parfaitement collées, bien alignées. Voilà. Par ailleurs, le consommateur japonais, il est avide de tendance. Il se lasse vite. Et il faut sans cesse lui proposer des nouveautés. Donc, c'est vrai que pour répondre à ce besoin, pour comprendre le marché, le mieux, c'est de passer à l'étape de l'implantation sur le marché japonais quand on veut vraiment s'y développer, parce que ça vous donne une longueur d'avance. Le japonais, c'est aussi un consommateur qui consomme au rythme des saisons. Alors, par exemple, il y a un calendrier de consommation. On va pouvoir imaginer le rosé à Hanami, le Beaujolais nouveau en novembre, le champagne en fin d'année, même si le champagne se consomme toute l'année. Mais là, on est sur un calendrier qui marche bien pour les vins, en tout cas. Alors, depuis 2008, on a quand même un marché qui a beaucoup évolué suite à la crise économique, avec un critère de prix qui est devenu essentiel aujourd'hui dans l'acte d'achat.
Et ça a subsisté, même si aujourd'hui la situation va bien. On est sur un marché qui est devenu plus concurrentiel qu'avant. Si on pouvait parler d'adaptation du produit au marché, moi je vous parlerais de capsule à vis, qui est très appréciée. C'est pratique la capsule à vis. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a aucun a priori sur la capsule à vis. Les vins souvent arborent des collerettes avec des suggestions de mariage ou des arguments sur le bien-être. Je vous disais, je vous parlais des polyphénols. Les vins, en fait, sont très marketés au Japon. On aime bien aussi afficher la photo du vigneron. Ou alors, quelque chose de complètement différent, des images un peu, ce qu'on va dire kawaii, mignon, avec des animaux. Ça a très bien marché pour les vins du Nouveau Monde. Des bouteilles affichant des animaux ou Hello Kitty, etc. En matière d'opportunités, qu'est-ce qui marche en ce moment? Qu'est-ce qui est attendu par le marché? Les vins effervescents, évidemment. Même si en ce moment, avec la crise, c'est quand même mis entre parenthèses. Mais bon, quand la crise sera derrière nous, les effervescents retrouveront leur place, c'est certain. Les petits formats ont la cote au Japon, donc des bouteilles plus petites que le 75 centilitres. On a comme en Corée, comme à Taïwan, beaucoup de monofoyers, et puis des monofoyers, des personnes célibataires, et puis l'envie de changer, de ne pas avoir besoin de consommer un même alcool sur plusieurs repas. Au Japon, les alcools sont souvent vendus en format individuel, donc les petits formats, pour le vin, se prêtent très bien aux besoins de la consommation. Le vin au verre, notamment, se développe avec beaucoup de formats différents, expérimentés sur le marché à l'heure actuelle. Il y a plein de tentatives, avec des canettes ou des poches, où on voit un peu de tout. Le vin bio est très recherché, puisque, je vous le disais, les Japonais sont très sensibles aux questions de sécurité alimentaire, surtout depuis Fukushima depuis 2011. Les Japonais apprécient beaucoup le vin nature parce qu'ils pensent qu'il est meilleur pour la santé, notamment, donc il a une vraie place ici. Et puis, les IGP, quand même, se développent bien et affichent des croissances parce qu'elles sont dans ce besoin de prix tiré vers le bas. On va passer à la slide suivante. Concrètement, sur le marché du vin, qu'est-ce qui s'est passé suite à 2020 et à la pandémie? Donc la crise, elle a paralysé le pays pendant 2 mois, on va dire tout de même, hein, entre avril et mai 2020, avec un premier état d'urgence où un confinement volontaire avait été recommandé. Donc tout le monde l'a appliqué à la lettre. Bon, ensuite, dans les mois qui sont suivis, ça a été ça a été moins strict, mais on peut dire que pendant 2 mois, ça a été quand même un peu compliqué au Japon l'année dernière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le secteur HoReCa et les grands magasins sont assez durement touchés. Donc les restaurants ont subi une baisse de fréquentation depuis 1 an, avec moins 17,8% de chiffre d'affaires en 2020, pour tout ce qui est donc hôtel, restaurant, café. L'hôtellerie est toujours en difficulté parce qu'il n'y a plus de touristes, hein, au Japon. Donc c'est pas évident. Les côtés grands magasins, c'est pas simple non plus parce qu'une part importante de leur activité était générée par le tourisme, justement, sachant que le Japon attendait 30 millions de touristes. 30. Donc pour les grands magasins, il y a eu des baisses importantes de chiffre d'affaires. Mais il y a quelques circuits qui tirent leur épingle du jeu. Alors c'est le cas de la grande distribution qui a connu une hausse de ses ventes de 4,7% en 2020 et du e-commerce qui a fait plus 5,5% en alimentaire. Donc sur ces deux circuits, ça marche bien et surtout pour les achats de vin.
Et puis, de manière générale, on constate que sur le marché du vin, s'accélère le phénomène de la bipolarisation, c'est-à-dire une forte hausse de la demande sur les vins d'entrée de gamme qui sont vendus à moins de 12 euros. Donc ces vins d'entrée de gamme répondent à la demande des Japonais qui consomment dorénavant à domicile, hein, ils ne vont plus au restaurant, ils achètent pour consommer chez eux. Et puis ce qui marche bien aussi, c'est les ventes de l'ultra premium, l'ultra haut de gamme, qui est vendu au-dessus de 80 euros la bouteille. Et c'est vrai que les restaurants gastronomiques étoilés français se plaignent pas de la situation, ils ont des consommateurs qui consomment plus qu'avant, puisqu'ils ne sont pas partis en vacances, ils ont reporté leur budget vacances sur leurs dépenses au restaurant. On va passer à la slide suivante. Juste pour vous dire que pour en savoir plus sur l'actualité de tous vos marchés export, vous pouvez scanner ce code QR et découvrir la page Mes infos marchés sur le site de Team France Export. Vous y trouverez de l'information en direct sur les conséquences de la Covid-19. On va passer à la slide suivante sur la distribution. Vous voyez les 4 principaux importateurs au Japon, Kirin Mercian, Suntory, Asahi, Sapporo. Ce sont des producteurs de bière, mais aussi les grands importateurs de vin. Et puis, on a une multitude d'autres importateurs de moyenne à grande taille comme Cordon Vert, Motox, Smile, Tokyo Europe Trading. Et c'est généralement avec eux que vous travaillez ou que les producteurs français travaillent. On va passer à la slide suivante sur l'organisation du réseau de distribution. Le réseau est assez complexe et difficile à comprendre ici, notamment parce qu'on a plusieurs intermédiaires. Chaque acteur a un rôle très spécifique. Celui de l'importateur est essentiel et c'est votre porte d'entrée sur le marché japonais. N'imaginez pas pouvoir travailler directement avec un grossiste, par exemple, parce que notamment la barrière de la langue rendra vraiment impossible les échanges. On a dans quelques cas des producteurs qui travaillent avec la grande distribution, mais ça reste quand même assez rare. Ça reste encore assez nouveau. Parce que généralement, on a donc sur le marché l'importateur, la porte d'entrée, qui va lui-même vendre à plusieurs grossistes qui distribuent et alimentent en flux tendu divers points de vente de petite taille, très nombreux. C'est ce qui rend tous ces métiers au Japon particuliers. Il y a une forte densité de population. La distribution est quand même assez difficile à organiser ici. On va passer à la slide suivante sur la répartition entre le on-trade et le off-trade. Aujourd'hui, la consommation dans les cafés, hôtels, restaurants, le on-trade, représente 27% des ventes de vins français tranquilles. Et puis 67% est détenu par le réseau off-trade, donc les supermarchés, les grands magasins. Alors à noter que en 2020, il y a vraiment toute cette organisation a été bousculée avec et a profité au discount store qui affiche 6 points supplémentaires, les convenience stores, le réseau de supérettes ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 6 points supplémentaires également. Et les supermarchés qui gagnent 4 points avec 36% de part de marché désormais. Les cavistes également qui gagnent quelques points. Donc, que vous dire d'autre? Tout ça pour dire que la consommation à domicile augmente, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on le retrouve dans cette slide. On va passer à la slide suivante pour parler du prix de vente. Tu peux recliquer une fois, Anna. Je crois que encore une fois, sans doute. Voilà. Les prix, le prix départ
d'un vin français va être multiplié par 3 ou par 6 selon le circuit de distribution auquel il se destine. Les droits de douane aujourd'hui, c'est 0. Si vous respectez les conditions de l'accord, parce que si ce n'est pas le cas, il faudra ajouter 70 centimes d'euros pour les vins tranquilles, 1,10 € pour les effervescents. On verra tout à l'heure ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de l'exemption de droits de douane. Il y a les droits d'accise, mais bon, tous les produits s'y soumettent. La TVA, aujourd'hui, au taux de 10%. Donc voilà, on a aujourd'hui sur un vin qui part à 3 €, 3,50 €, il est vendu à 1000 yens. On va passer à la slide suivante. Comment bénéficier de l'exemption de droits de douane? Ce n'est pas automatique. Il y a quand même quelques formalités à faire, mais sur un accord de dernière génération comme celui-là, c'est plus simple que n'importe quel autre accord. Donc c'est pas une barrière. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? D'abord, il y a seulement les produits originaires de l'Union européenne qui peuvent bénéficier de ces avantages. Donc pour les vins, pas de problème. Donc il faudra, ce qu'il faut faire pour les producteurs, il faut que vous vous enregistriez sur la base de données REX, qui est accessible depuis le site des douanes, pour obtenir votre statut d'exportateur enregistré. Donc il faut juste attester que vous êtes capable de définir l'origine de votre vin, origine France, origine Union européenne, pour le marché japonais. Si vous avez déjà le statut d'exportateur enregistré pour le Canada, par exemple, puisque c'est le même système au Canada ou le Vietnam, eh bien, il faudra bien préciser qu'il faudra revenir sur REX pour indiquer que vous souhaitez exporter vers le Japon. Ce statut d'exportateur enregistré vous permettra d'émettre une attestation d'origine sur facture à chaque expédition de marchandises vers le Japon. Et c'est ce document qui permettra à votre importateur de bénéficier de l'exemption de droits de douane. Voilà.